Liliane Valois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française. Alors, avant de voir avec vous quel diagnostic on peut faire de la délinquance juvénile, j'aimerais connaître votre sentiment, votre position surtout concernant le fameux seuil de consentement, on en a fait allusion dans ce journal et qui fait tant parler, au sujet donc des rapports sexuels avec mineurs. Jeudi dernier, je le répète, le Sénat a adopté une nouvelle loi portant le consentement sexuel des enfants à 13 ans. Très bien. Alors, il ne s'agit pas d'un sujet qui touche directement notre activité, puisque la protection judiciaire de la jeunesse, c'est principalement une activité de prise en charge de mineurs auteurs d'actes de délinquance. Donc, ce que je pourrais en dire va s'inscrire un peu dans le commentaire que vous avez déjà fait sur l'amalgame qu'il peut y avoir entre cette avancée, qui est une avancée législative, et le risque de voir accepter, tolérer une sexualité débridée, on va dire, de 13 ans à 18 ans ou de 13 ans à 15 ans, âge de la dite majorité sexuelle. Or, c'est effectivement pas le cas. L'idée, c'était vraiment de protéger les enfants avec cette barrière qui est posée à l'âge de 13 ans, qu'il n'y ait pas d'abus de vulnérabilité, parce que c'est de ça dont il s'agit. En fait, on estime qu'effectivement, jusqu'à un âge qui serait l'âge du discernement, du consentement éclairé, il ne peut de toute façon, quels que soient les propos de l'enfant, pas y avoir de relations sexuelles consenties. On a eu des affaires qui ont défrayé la chronique avec des petites filles de 11 ans pour lesquelles les auteurs n'étaient pas poursuivis parce que justement, elles déclaraient être consentantes. Donc, je pense que la loi évolue comme la société et c'est plutôt une bonne chose, c'est une étape. Probablement, elle évoluera encore. Et moi je suis aussi de ceux qui applaudissent à deux mains cette avancée-là. Ouais. C'est évident, cela dit, d'arriver comme ça à définir un âge en disant, au-dessous de cet âge, on ne peut pas parler de rapport sexuel consentant ou consenti. Bien sûr que c'est pas facile, c'est pour ça qu'il y a des magistrats, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de professionnels autour, y compris les professionnels de la protection de l'enfance, parce que c'est pas automatique, sinon on aurait juste des livres de loi à ouvrir et puis chacun pourrait regarder où on en est et quelle réponse il y a en fonction de telle ou telle situation. Donc bien sûr que la dimension analytique et la plus-value qu'apportent des magistrats formés et des professionnels de l'enfance formés, c'est bien ça, c'est bien de pouvoir définir de manière individuelle, la justice est individuelle. En revanche, fixer ce seuil, ça veut déjà dire que jusqu'à 13 ans, il n'y a pas de débat. Voilà. Et au-delà de 13 ans, on analyse les situations. Voilà, on analyse les situations. Donc alors, mais un âge, parce que finalement, beaucoup vont comprendre ça comme un âge universel. C'est à partir de 13 ans, tout est possible. Non, c'est justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que non, tout n'est pas possible. En revanche, c'est complètement impossible avant 13 ans. Voilà. Alors ici, en Polynésie française, c'est impressionnant le nombre de cas d'abus sexuels sur mineurs, j'entends, souvent alors à l'intérieur du cercle familial et que l'on voit se succéder au tribunal. Comment est-ce qu'on peut comprendre c'est un fait de société, c'est juste, passager, c'est quoi ? Alors c'est difficile, surtout pour moi, de dire aujourd'hui est-ce que c'est un fait de société, est-ce que c'est représentatif d'une problématique particulière du territoire. On sait aussi que le nombre de cas révélés ne correspond pas du tout au nombre de cas effectifs d'abus sexuels sur mineurs et particulièrement dans la sphère familiale. Là encore, tout ce que je peux en dire, c'est que la société évolue et que ce qui, il y a 15 ans ou 20 ans, était peut-être considéré moins grave, effectivement inscrit parfois même dans une tradition, que tout ça évolue aujourd'hui et qu'on va de plus en plus vers la reconnaissance de la vulnérabilité de l'enfant et de ses besoins et du fait qu'un enfant est très éloigné de ces questions de sexualité. Alors on parle beaucoup, lorsqu'on parle d'abus sexuels des filles, mais les garçons sont également concernés. Oui, dans une moindre mesure, semble-t-il, mais effectivement, c'est pas exclusivement réservé aux petites filles. Alors, parlons du déploiement de la restructuration des missions de la PIJ, la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette restructuration des missions ? D'accord. Alors c'est la protection judiciaire de la jeunesse, donc la PJJ. La PJJ est donc une administration représentée sur le territoire. On est un service du ministère de la Justice. Donc la protection judiciaire de la jeunesse au niveau national est directement rattachée au garde des Sceaux.
Donc en Polynésie, c'est un peu moins d'une 30aine de personnes et ça représente à peu près 500 jeunes suivis, un peu plus l'année dernière, un peu moins cette année. La restructuration sur le territoire, ça a été de développer les dispositifs. En fait, les modalités de prise en charge à la protection judiciaire de la jeunesse, elles sont diverses. Elles peuvent être ce qu'on appelle en milieu ouvert, donc des éducateurs, psychologues, assistantes sociales, qui interviennent du lundi au vendredi, où que le jeune habite, qu'il habite chez lui, dans un foyer, dans une famille d'accueil, et mettent en œuvre des décisions de justice. Ça peut être une mission d'hébergement, donc de suivi en hébergement et de placement en hébergement. Donc en Polynésie, nous avons, nous, à la protection judiciaire de la jeunesse maintenant, un réseau de familles d'accueil. Donc ça fait partie des restructurations avec des personnels dédiés à cette mission. Et nous travaillons avec un foyer associatif que nous habilitons conjointement avec la DSFE. Et ce foyer prend en charge à la fois des jeunes auteurs d'actes de délinquance et des jeunes victimes. Et puis nous avons une mission d'insertion. Donc la mission d'insertion, c'est pour ces jeunes qui sont dans aucun dispositif, qui ne sont ni à l'école, ni en travail, ni rien du tout, et qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc on va axer plus particulièrement le travail d'insertion, puisque c'est un facteur justement de lutte contre la délinquance et la réitération. Alors vous êtes suffisant, vous êtes assez nombreux pour mener toutes ces missions? Alors, on peut toujours vouloir plus, évidemment. Aujourd'hui, les effectifs répondent aux besoins. Et puis, voilà, c'était un des éléments qui me semblait important de dire, c'est-à-dire que les effectifs aujourd'hui permettent effectivement de répondre aux besoins et le déploiement des missions s'est fait malgré une baisse d'activité. Ce qui veut donc dire que l'État investi effectivement massivement en Polynésie, n'a pas cherché à faire des économies et qu'il y a bien cette conscience de l'évolution d'une mission. C'est-à-dire que la PJJ a que 15 ans sur le territoire, c'est très jeune. Et donc ce développement des différents dispositifs vient dans le cours de cette évolution et permet une meilleure réponse pour ces jeunes. C'est-à-dire qu'envisager complètement le parcours du jeune, c'est-à-dire que milieu ouvert, éventuellement le placement, que la PJJ puisse assurer correctement un suivi en placement, on sait, on a entendu récemment les différentes polémiques sur les enfants placés. Ces difficultés-là, elles peuvent survenir sur n'importe quel territoire. Il se trouve que sur la Polynésie, nous avons maintenant donc une unité qui peut suivre des jeunes en famille d'accueil et que nous rencontrons pas les difficultés qu'on a pu observer notamment en métropole concernant le placement des mineurs. Mais le fait qu'il y ait vraiment ces dispositifs dédiés permet d'avoir une meilleure qualité de prise en charge. Donc on répond mieux aux commandes des magistrats et surtout on répond mieux aux besoins des jeunes. Voilà. Alors la coordination, elle existe, cela dit, j'allais dire la bonne coordination entre l'action de l'État et l'action du pays. Bien sûr, et ça c'est un axe de travail très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler les uns à côté des autres sans créer ces partenariats, sans créer aussi des instances de concertation, parce que on peut pas saucissonner le parcours d'un jeune. Un jeune, c'est pas un délinquant ou un jeune à protéger, c'est évidemment beaucoup plus subtil que ça. Et puis l'analyse que nous avons pu faire sur notre public nous conduit à dire aujourd'hui qu'une très grande majorité de ce public ne serait pas suivi par la protection judiciaire de la jeunesse s'il avait pu bénéficier d'une protection de l'enfance, de mesures de protection de l'enfance, d'un accompagnement du temps de sa petite enfance. Très régulièrement, évidemment, ce sont des jeunes qui ont connu des parcours traumatiques, qui ont connu des parcours parfois de maltraitance. Et on sait qu'un enfant qui va mal, il a deux moyens de se manifester, c'est soit auto-agressif, soit hétéro-agressif. Donc soit effectivement il subit cette maltraitance, soit il va effectivement commettre notamment des actes de délinquance, mais en tout cas manifester son mal-être par ce biais-là. Alors, vous insistez aussi par ailleurs sur le fait, selon vous, qu'il faut porter plainte en cas de connaissance d'actes délictueux, donc ou criminels, c'est-à-dire Alors, en fait, si vous voulez, le constat qu'on peut faire sur le territoire, c'est qu'il y a une baisse, en tout cas, de l'activité de la protection judiciaire de la jeunesse. Mon travail, à mon arrivée, ça a été de déterminer qu'est-ce qui peut nous éclairer sur cette baisse. Est-ce qu'effectivement, le territoire connaît une période particulièrement calme, avec une absence, ou en tout cas une baisse très très massive du nombre de passages à l'acte délictueux ?
Et cette occasion, à l'occasion de ce diagnostic, évidemment, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré des Tavana, j'ai rencontré évidemment le président du pays. J'ai rencontré un certain nombre d'interlocuteurs, de directeurs d'administration ici, et il ressort que il y a un ressenti dans la population qui n'est pas du tout vers la baisse de la délinquance, mais plutôt une absence de réponse justement pénale, et pourtant ces chiffres-là. Donc s'il y a une inadéquation entre ces deux données, c'est que forcément il y a des passages à l'acte délictueux, mais qu'il n'y a pas le dépôt de plainte qui permettent la prise en charge. Et ce qui me semble important à dire aujourd'hui, c'est qu'un mineur qui a commis un acte de délinquance, si l'acte de délinquance n'est pas porté à la connaissance des autorités, eh bien il ne sera pas pris en charge, ce jeune. Et alors on peut imaginer, ça permet d'éviter qu'il ait un casier judiciaire, etc. Alors d'abord, dans la justice des mineurs, pour qu'il y ait un casier judiciaire, il faut que les passages à l'acte soient quand même particulièrement graves. Et puis, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on prive cet enfant du dispositif qui est pensé par la loi, qui est un dispositif éducatif. Alors c'est une réponse éducative dans le cadre pénal, ce qui veut dire concrètement que cet enfant va pas forcément être accompagné pour ne plus réitérer, pour comprendre que l'acte qu'il a commis est inacceptable et pas possible. Et par ailleurs, ça, si vous voulez, ça le prive aussi de ce regard professionnel qui permettrait de déceler une situation, notamment de danger, ou une situation, en tout cas, sur laquelle il faut pouvoir interagir afin que le jeune soit élevé, éduqué dans les meilleures conditions. Là encore, j'allais vous poser la question des moyens, parce que selon le nombre de jeunes, il faut pouvoir encadrer tous ces jeunes-là. On a les moyens concrètement ici ? Alors, pour la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes sous main de justice en conflit avec la loi, oui. Aujourd'hui, mes équipes permettent tout à fait de répondre aux besoins du territoire. Maintenant, sur la question de la protection de l'enfance, c'est pas à moi de vous répondre forcément. On parle de l'activité de la DSFE. Et alors, aujourd'hui, en tout cas, il semblerait que cette activité soit qu'on réponde pas aux besoins complètement avec les effectifs en place. Alors c'est une question effectivement éminemment politique aussi, mais c'est aussi une question de ressources du territoire. Est-ce qu'on a autant de professionnels formés, qualifiés, éducateurs spécialisés, notamment psychologues, assistantes sociales, pour pouvoir répondre à ce besoin? Alors en l'état, moi mon travail, c'est aussi effectivement, comme vous l'avez compris, de développer un partenariat très fort avec la protection de l'enfance, avec la DSFE. Et ma proposition, c'est que la protection judiciaire de la jeunesse puisse soulager la DSFE d'une partie de ses missions, notamment en investigation. Parce que partout ailleurs en France, la protection judiciaire de la jeunesse a cette double compétence-là, c'est-à-dire la prise en charge concrète, c'est l'enfance délinquante, mais sur la question de l'investigation, c'est une compétence partagée. Il ne s'agit pas de prendre la compétence de quelqu'un d'autre, mais de la partager. Et du coup, la PJJ pourrait assumer ses missions, puisque nos éducateurs sont tous formés. À l'école, ils sont formés pour faire ces investigations au civil. Et donc, en prenant en charge éventuellement cette mission d'investigation civile, cela permettrait de concentrer davantage les effectifs en présence aujourd'hui pour pouvoir mieux accompagner dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de protection de l'enfance. Alors, ce sera le mot de la fin, y compris dans les îles ? Alors dans les îles, oui, on a largement déployé nos missions. C'était un pari difficile à tenir, mais aujourd'hui, on est en mesure de dire que nous intervenons sur l'ensemble du territoire de la Polynésie et que nous répondons à l'ensemble des besoins des jeunes du territoire de Polynésie. Ce sera le mot de la fin, promis. Merci. Alors, le couvre-feu, cela dit, a eu des incidences sur les actes ou les actions de délinquance. Vous avez pu observer, un rapport ou pas ? Alors, il n'y a pas eu encore de rapport, mais on observe les chiffres de près. A priori, il y a plutôt effectivement une baisse de la délinquance du fait du couvre-feu. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été notre invitée ce matin, Liliane Valois. Je rappelle que vous êtes la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie. On aura noté donc la bonne coordination entre les actions de l'État et les actions du pays. Merci. Parfaitement, merci.